S'il n'y avait qu'un seul stade de rugby qui représente la guerre à lui tout seul, ce serait bien le stade de Croke Park, situé à Dublin en Irlande. Ce stade de 82 000 places fut le théâtre de féroces joutes de football gaélique, de soccer et de rugby. Croke Park, en plus de cet héritage, est le symbole de la barbarie britannique, lors de la guerre d'indépendance irlandaise. Une cicatrice énorme dans l'histoire commune entre Anglais et Irlandais. Mais alors pourquoi cette haine, et pourquoi le match du 24 février 2007 entre Anglais et Irlandais est-il si chargé d'histoire? Au XIIe siècle, l'Irlande, alors composée de royaumes gaéliques, fut envahie par les Normands et les Britanniques. Si dans un premier temps cette conquête se limite à l'ouest, Henri VIII, en 1541, entreprend la conquête totale de l'Irlande. Malgré plusieurs tentatives de révolte en 1641 et en 1798, elles furent réprimées par le pouvoir central de Londres. Cette colonisation s'accompagne en plus d'une captation de la richesse des colons anglais, majoritairement localisés à Belfast, sur la pointe nord-est de l'Irlande. Face à tant d'injustices, la résistance irlandaise se forme au sein d'une entité politique, le Sinn Féin, qui lutte pour l'indépendance irlandaise. En 1914, l'Irlande devient alors autonome. Malgré ses succès initiaux, ça ne convient pas au Sinn Féin, qui en 1916, avec sa branche armée l'Irish Citizen Army, lance l'insurrection de Pâques 1916, dans le but de déclarer l'indépendance de l'Irlande. L'action des nationalistes irlandais est matée en une semaine par les autorités britanniques. Les chefs de l'insurrection furent implacablement traqués et exécutés. Paradoxalement, cette cruauté renforce la position des nationalistes irlandais. Au sortir de la Première Guerre mondiale, l'IRA lance un nouveau soulèvement armé qui durera 3 ans et qui amena à l'indépendance irlandaise. Durant cette rébellion, l'Irish Republican Army réussit à rendre l'Irlande ingouvernable. Pour mater cette révolte, l'Angleterre envoie en renfort de la police royale irlandaise les Black and Tans, groupe paramilitaire responsable de tortures, d'assassinats, d'incendies de villages ou de massacres de masse. Les événements du 21 novembre 1920 forgeront leur légende et changera la face de l'histoire de l'Irlande à jamais. Le 21 novembre 1920, l'IRA ordonne l'assassinat d'agents secrets britanniques. Au final, 12 agents et 2 auxiliaires sont exécutés par l'IRA. Pour venger ces assassinats, les Black and Tans et les auxiliaires montent une expédition punitive. Leur cible, Croke Park, théâtre alors d'un match de football gaélique entre Dublin et Tipperary. En plein match, la police et les auxiliaires envahissent le stade et tirent dans la foule. Au final, 14 personnes furent tuées et 65 autres blessées. Ce comportement des auxiliaires aida grandement au retournement de la population. Les autorités britanniques ne reconnurent d'ailleurs jamais leur implication. Ce massacre accéléra les opérations de l'IRA jusqu'à l'indépendance de l'Irlande en 1921. En plus de cela, 50 ans plus tard, le G2A, le comité des sports gaéliques, propriétaire de l'enceinte de Croke Park, décida d'interdire la présence de tout sport britannique, comme le football, le rugby ou le cricket, dans l'enceinte de Croke Park, via la règle de l'article 42. Le 15 du trèfle a une histoire à l'image du pays, complexe. En effet, alors que l'Irlande est coupée en deux en 1922 à la suite du traité de paix, l'équipe nationale de rugby comporte la particularité de représenter l'Irlande unifiée. Les 4 provinces sont présentes dans l'équipe, le Munster, le Leinster, le Connacht et l'Ulster. Le 15 du trèfle fait partie du peloton de tête du rugby mondial. En 2007, malgré aucun titre mondial, elle a quand même gagné 10 titres européens, dont un grand chelem en 1948. Elle est en plus emmenée par une génération dorée, emmenée par le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe d'Irlande, Ronan O'Gara, et par le serial marqueur de la province du Leinster, Brian O'Driscoll. C'est dans ce contexte que l'Irlande perd son stade en 2006. En effet, son stade fétiche de Lansdowne Road est en rénovation pour laisser place au flambant neuf Aviva Stadium, qui sortira de terre en 2011. Pour compenser cela, la fédé irlandaise tente d'arracher la possibilité de jouer à Croke Park. Après des hésitations, le G2A autorise au rugby et au football de jouer à Croke Park en attendant que l'Aviva Stadium soit inauguré. L'association entre ce lieu mythique, chargé d'histoire, et le 15 du trèfle commence mal. Malgré un match sérieux, les Irlandais sont coiffés au poteau par un essai de l'ailier du Stade toulousain Vincent Clerc. Score final, 20-17 pour la France. L'opération rachat commence le 24 février 2007 face à l'ennemi héréditaire anglais. Les champions du monde de 2003 sont en difficulté avec la perte de joueurs cadres comme Martin Johnson ou Lawrence Delaglio. Entre 2004 et 2007, l'Angleterre ne fera pas mieux que 3e lors du tournoi à destination et les champions du monde sont encore dans le rouge. En effet, lors des tests de novembre en 2006, ils servent de paillasson face aux All Blacks en s'inclinant 43-20.
Pire, ils sont giflés une semaine plus tard à Twickenham par des Argentins sans complexe. Défaite 25-18, cette fois la rose touche le fond. Le coach anglais Andy Robinson est conspué par le pays entier. Il lui reste 2 tests face à l'Afrique du Sud pour se refaire. L'Angleterre gagne le premier, à l'orgueil, 23-21. Mais elle s'incline logiquement 25-14 dans le 4e et dernier test. Robinson est débarqué. Pour le remplacer, la fédération anglaise fait appel à l'ancien entraîneur de Bath, Brian Ashton. Les Free Lions comptent désormais sur ce tournoi Destination 2007 pour se relancer et redorer leur blason. Pour accueillir les Anglais, le sélectionneur irlandais Eddie O'Sullivan s'appuie sur une ossature Leinsterman et Munsterman. En témoigne le capitaine Paul O'Connell, la charnière 100% Munster, Stringer, O'Gara et la ligne de 3/4 100% Leinster, Hickey, Organ, Dempsey à l'arrière et surtout Darcy, O'Driscoll au centre du terrain. En face, Brian Ashton fait un mix entre expérience avec Wilkinson, Woolcock et Phil Vickery et jeunesse avec Strettle, Flood et Morgan. Dans cette ambiance lourde, où la victoire pour la Green Army est obligatoire, l'Irlande remporte déjà une première victoire, la dignité. En effet, l'hymne anglais God Save the Queen est parfaitement respecté par le public de Croke Park. L'émotion monte encore d'un cran lorsqu'est entonné le Iron Skull, chant irlandais utilisé comme hymne par le rugby depuis 1995. Le 15 du trèfle est en mission et doit absolument battre l'Angleterre pour rendre hommage aux victimes du Bloody Sunday de 1920. Tout de suite, la stratégie irlandaise est claire, bombarder la ligne arrière de ballons longs pour la mettre en difficulté. Malheureusement, les Celtes se mettent à la faute, Wilkinson puni, 3-0 pour l'Angleterre. Malgré cela, l'Irlande ne panique pas. Girvan Dempsey perd sa défense anglaise qui se met à la faute, Ronan O'Gara égalise, 3 partout. Le match s'enivre. Irlandais et Anglais produisent du jeu, mais n'arrivent pas à convertir en raison de fautes de main. Sur les zones de combat, les Irlandais sont sans pitié. Ils récupèrent une pénalité sur un grattage. Ronan O'Gara transforme, 6-3 pour l'Irlande. Sur une chandelle d'O'Gara, Ollie Morgan, le 15 anglais, se fait découper par Brian O'Driscoll. Quelques secondes plus tard, pas encore remis de ce plaquage monstrueux, Morgan effectue un en avant et le ballon s'en retouche. De plus, Martin Curry agrippe Paul O'Connell en touche. Pénalité pour l'Irlande, O'Gara ne s'en prive pas, 9-3 à la 25e minute. Ce score donne des ailes au Diable Vert, bien servi par Organ, Easterby s'échappe et est repris à 5 mètres de la ligne. Pour casser l'action, Danny Woolcock se mêle à la faute. Joel Judge lui adresse alors un carton jaune. Après un maul contré par les Anglais, Stringer éjecte la balle vers Darcy, relayé par O'Driscoll et envoie Girvan Dempsey derrière la ligne. O'Gara transforme, 16-3 pour l'Irlande. Les Anglais vexés commettent des fautes et Dempsey est plaqué dans les airs par Magnus Lund. Assez incroyablement, l'arbitre ne siffle qu'une pénalité, une faute qui aujourd'hui aurait mérité un carton rouge. Malgré les offensives anglaises et l'utilisation de la puissante paire de centres Tyndall-Farrell, la défense irlandaise résiste et parvient à contrer les Anglais en enterrant le ballon. Juste avant la mi-temps, Shane Organ déchire le rideau anglais avant d'être repris. Mais les Irlandais commettent un en avant. Sur l'action qui suit, Martin Curry est châtié et poussé dans son embut par David Wallace. Mêlé pour les Diables Verts à 5 mètres. Après une phase de jeu, Stringer envoie le même David Wallace qui renverse la couronne britannique et inscrit le deuxième essai irlandais. Les Celtes font le break et mènent 23-3 à la mi-temps. Brian Ashton, le coach anglais, remonte ses troupes à la mi-temps qui reviennent avec de nouvelles intentions. Malgré cela, O'Gara convertit une nouvelle pénalité, 26-3. Farrell, le centre anglais, trouve une superbe touche dans les 22 adverses. Touche pour l'Irlande mais qui est chapardée par l'alignement anglais. Après plusieurs regroupements, les Anglais écartent et David Strettle marque en coin. Wilco transforme 26-10. Le duel de buteurs continue avec 3 points de chaque côté, 29-13. À la 63e minute, l'Irlande enfonce le clou. O'Gara tape une diagonale. Organ gagne son duel sur David Strettle et inscrit le 3e essai irlandais, 36-13. Malgré la fessée à venir, le 15 de la Rose n'abdique pas. Et à la suite d'une mêlée au centre du terrain, Isaac Boss intercepte une balle de Sean Perry et marque le 4e essai irlandais.
L'Angleterre est terrassée 43-13. Plus large défaite du 15 de la Rose en 120 confrontations. Les coéquipiers de Brian O'Driscoll ont réussi à rendre hommage aux victimes tout en scellant la fin de l'emprise de l'Empire britannique sur l'île d'Émeraude. La victoire d'un groupe, la victoire d'un collectif, d'un esprit d'équipe et d'une génération dorée. Une victoire qui, le temps d'une nuit, aura fédéré toute l'Irlande, Ulster comprise. Comme quoi, le sport peut avoir un rôle rassembleur.